Livre sur Europe 1. Nicolas Caron. Bonjour à tous et bienvenue dans la grande bibliothèque d'Europe 1. On commence comme il se doit par l'incipit de la semaine, la première phrase des Fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Le docteur Strauss dit que je devrais écrire tout ce que je pense et tout ce qui m'arrive à partir de maintenant. Des Fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, un roman de 1960, l'histoire d'un homme attardé mental que des scientifiques ont décidé de rendre intelligent. Ce sera notre livre audio tout à l'heure. Nous écouterons les premières pages. Ensuite, nous sortirons du studio comme chaque semaine pour visiter une bibliothèque, celle de la cantatrice et comédienne Nathalie Dessay. Aujourd'hui, 2 de nos libraires nous donneront de bonnes idées de lecture et nous terminerons bien entendu avec la chronique de Victor Dolande et son livre jeunesse. Mais d'abord, c'est l'invité. Comme chaque semaine, un romancier nous rend visite. Aujourd'hui, c'est Bernard Werber. La voix et livre, c'est parti. Premier chapitre. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Alors est-ce vraiment utile de vous présenter? Vous êtes romancier, particulièrement porté sur la science-fiction et le fantastique. On vous doit Les Fourmis, livre culte, mais aussi Les Micro-Humains, Le Papillon des Étoiles, ça racontait l'exode de l'humanité à bord d'un immense vaisseau spatial, ou Le Père de nos Pères sur les origines de l'homme. Vous avez toujours de bonnes idées. On peut citer aussi Les Thanatonautes, l'histoire d'aventuriers qui explorent l'au-delà, tout simplement. Et justement, vous revenez avec Depuis l'au-delà, chez Albin Michel. Vous avez peut-être reconnu, Bernard Werber, la musique du film culte Ghost. C'était en 1990 avec Patrick Swayze et Whoopi Goldberg. Vous en parlez un petit peu d'ailleurs dans le roman. Et l'intrigue de votre livre ressemble un peu au départ à ce film. C'est un écrivain à succès, Gabriel Wells, qui se réveille un jour et débute sa journée normalement. Mais soudain, il s'aperçoit qu'il n'a plus d'odorat. Et bientôt qu'il est transparent, personne ne le voit. Personne sauf Lucie. Elle est médium et elle l'entend. Elle le voit pas mais elle l'entend et elle lui parle. Le problème, c'est que la première fois qu'elle lui adresse la parole, c'est pour lui annoncer qu'il est mort, qu'il est un fantôme. Oui, c'est quand même différent de Ghost, parce que dans Ghost, les fantômes arrivent à donner des coups de poing aux vivants. Oui, en se concentrant très fort. Voilà, mais depuis l'au-delà, j'applique une règle, c'est qu'une fois qu'on est mort, on ne peut plus agir sur la matière, on comprend tout, on voit tout, mais on ne peut plus agir. Et là, mon héros, Gabriel Wells, va découvrir tous les inconvénients et tous les avantages d'être mort, parce qu'il y a des avantages. Oui, c'est listé, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Et surtout, il découvre qu'il a sans doute été assassiné. Oui, ce qui l'intrigue, parce qu'il y a des gens qui peuvent s'en foutre de se faire assassiner. Lui, vu que c'est un auteur de polar, il veut savoir qui. Et ça va être en ça, en fait, que par rapport aux Thanatonautes ou par rapport à d'autres romans qui sont plus des grandes zones de découverte, là, c'est vraiment une problématique. Qui est l'assassin, whodunit, qui s'est permis de l'assassiner alors qu'il dormait? Sauf que c'est pas facile d'enquêter quand on ne peut pas saisir, quand on n'a pas accès au monde physique, qu'on peut rien toucher. Et donc Lucie va lui donner un coup de main. Et effectivement, souvent elle lui dit, mais après tout, pourquoi vous voulez savoir qui vous a assassiné? C'est quand même intéressant de savoir par qui on a été assassiné. Elle trouve ça un peu mesquin. Non, parce qu'il y a cette idée, peut-être que quand on est mort, on s'en fout de tout, on est libéré de toutes les contingences. Enfin, c'est sa vision à elle, à Lucie, de la mort. C'est bon, voilà, vous avez vécu, maintenant c'est fini, on va passer à autre chose. Et lui, il est quand même dans, ok, mon enveloppe charnelle, finalement, j'ai commencé à m'y attacher et je voudrais quand même savoir qui c'est qui a abîmé ma bagnole, quoi, en gros. Et ce qui est à la fois drôle et terrible au début du roman, c'est que le narrateur, donc Gabriel, il doit d'abord se rendre compte qu'il est mort et l'accepter. Et ça n'a rien d'évident, finalement. Oui, c'est une amie médium qui m'a dit, la plupart des gens, quand ils meurent, se croient encore vivants. Et il m'arrive de devoir les convaincre ou de leur faire comprendre progressivement par étapes que s'ils n'ont plus faim, s'ils dorment plus, si personne ne leur parle, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Et ça provoque parfois des chocs. D'ailleurs, elle me disait aussi qu'il y a des morts qui croient que c'est eux les vivants et que c'est nous les morts. Et que pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de détecteur de qui est vivant, qui est mort, ça se peut qu'ils aient raison. J'aime bien parce que vous racontez ça comme une anecdote normale. Les morts nous parlent, tout est normal. Pour le monde des médiums, les morts, oui, font partie du quotidien.
Donc à partir de là, on peut imaginer que mourir n'est qu'un changement de point de vue quelque part. C'est ça qui m'amusait. Et justement, ça m'a fait penser en lisant votre livre, vous dites qui est vivant, qui est mort. On avait fait une interview il y a quelques années et j'étais venu chez vous pour vous parler du livre culte de Philip K. Dick, Ubik. Philip K. Dick, l'auteur de Total Recall, de Minority Report, dont vous êtes fan. Et dans Ubik, à un moment, sur une tombe est inscrit « Je suis vivant ». Et vous êtes mort. Et cette phrase, cette idée, elle vous fascine. Vous y avez pensé évidemment pendant l'écriture de ce livre. Je rêverais d'avoir cette phrase sur ma pierre tombale. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent devant ma tombe, se disent « Attends, il est en train de me dire que c'est le contraire de ce qui me semble l'évidence. » Et du coup, ça se fait poser des questions. Mais la première fois que j'avais lu Ubik, j'avais pas bien compris la puissance de ce livre. Et c'est la deuxième fois que j'ai compris que c'est cette phrase-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous permet d'être sûr d'être vivant. On n'a pas de repère autre que notre propre intuition. Et à partir de là, d'où la puissance de l'imagination et du roman comme zone de travail de l'esprit. Et Philip K. Dick, pour moi, est un maître en écriture. Ubik est le livre qui permet de se poser des questions différemment sur la vie et la mort. Et j'ai essayé de faire en effet, à travers Depuis l'au-delà, un petit hommage au maître. Et ce qu'il y a de jubilatoire dans votre livre, c'est qu'il permet effectivement, comme dans Ubik, de s'interroger un peu là-dessus et de répondre, en tout cas de formuler des hypothèses sur qu'est-ce qui se passe après la vie finalement. Bon, alors au départ, le fantôme, il s'amuse un peu à voler, etc. C'est vrai, à passer les murs, voilà, les trucs qu'on a envie d'essayer, quoi. Mais selon vous, les âmes errantes, enfin dans votre livre, les âmes errantes peuvent quand même avoir quelques liens avec les vivants. Les fantômes peuvent communiquer avec vous, mais seulement si on est un peu éméché ou drogué. Oui, non, ça c'est une théorie que j'ai tirée du livre des morts tibétains. C'est que on a une aura qui nous protège avec différentes couches de différentes couleurs, et cette aura nous empêche d'être attaqués par des structures extérieures. Mais si jamais cette aura est remplie de trous, et notamment quand on est drogué, quand on est malade, ou quand on a pris de l'alcool, quand on a pris des produits qui agissent sur le cerveau, à partir de ce moment-là, il y a un accès possible pour les entités transparentes. Mais ça, c'est dans le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, et dans la plupart des mystiques ésotériques. Protégez votre corps, protégez votre enveloppe éthérique, parce que sinon, il peut y avoir des influences extérieures. Gardez votre aura, Bernard Werber. On continue à explorer l'au-delà avec vous dans un instant. La voix est livre sur Europe 1. Nicolas Caro. Bernard Werber est toujours avec nous pour son nouveau roman Depuis l'au-delà chez Albin Michel, l'histoire d'un fantôme déterminé à élucider son propre assassinat avec l'aide de Lucie, une médium. Bernard Werber, on a parlé de toutes les hypothèses que vous formuliez grâce au roman sur ce qui se passe éventuellement après la mort, mais vous restez un scientifique, c'est votre formation, et vous nous donnez tout le long du roman des informations véritables, des anecdotes historiques et scientifiques comme l'histoire de cet homme persuadé que l'on pouvait mesurer le poids de l'âme qui pèserait donc 21 grammes. Oui, ce qui m'a intéressé, c'est que sur un sujet aussi irrationnel, il y a quand même des vrais scientifiques qui se sont posés des questions. Donc il y a eu un scientifique aux États-Unis qui a pesé un corps vivant puis un corps mort et a vu qu'il y avait une différence de 21 grammes et qui a dit l'âme pèse 21 grammes. Ça a longtemps été une norme admise avant qu'on s'aperçoive que finalement les conditions de l'expérience étaient un peu douteuses. Mais de même, j'ai retrouvé que Thomas Edison avait déposé un brevet d'un nécrophone, c'est-à-dire d'un appareil pour parler avec les morts, et que vers la fin de sa vie, il était persuadé qu'il arriverait à parler avec une machine, avec les morts. J'ai l'impression que vous aimez bien essayer de réconcilier la science et ses idées paranormales, en fait, quoi. Oui, il y a une réconciliation qui a fait entre la science et la spiritualité. Moi, j'ai une formation de journaliste scientifique, donc par définition, je suis sceptique et je considère que tant que j'ai pas vu, tant que j'ai pas expérimenté, c'est juste une intuition d'une personne. Mais à côté de ça, je vois pas pourquoi on dirait ça n'existe pas. Quand il y a beaucoup de témoignages, l'information c'est il y a beaucoup de témoignages, que ce soit sur les NDE, que ce soit sur les gens qui parlent avec les morts. Et après, mon travail de romancier consiste à donner envie au lecteur d'être curieux lui aussi, et je lui donne des éléments d'information, comme par exemple ces découvertes scientifiques, qui montrent que l'idée que les morts restent là n'est pas une idée complètement délirante, c'est juste un concept qui ne peut pas être vérifié par la science. Mais tout ce qui n'est pas vérifié par la science maintenant, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire que pour l'instant on n'a pas les outils, donc peut-être que dans le futur on aura ces outils.
Ça veut pas dire que c'est vrai non plus. Ça veut pas dire que c'est vrai non plus. Est-ce que justement il est question... C'est pour ça, c'est la place du romancier, c'est de développer l'hypothèse. Par contre, je la développe très sérieusement en donnant des éléments d'information pour que le lecteur se fasse sa propre idée. Mais à la fois, vous avez parlé tout à l'heure des médiums avec beaucoup de sérieux, et il est aussi question des sœurs Fox aux États-Unis au 19e siècle dans votre livre, et c'est un peu elles qui sont à la base du mouvement spirit, en fait, du spiritisme, de communiquer avec les esprits. Et je me suis posé la question, vous y croyez, vous? Est-ce que vous êtes pratiquant? Vous faites des séances de spiritisme, ne serait-ce que pour tenter? Alors, je ne suis pas du tout croyant. Je suis un type hyper curieux. Donc, j'écoute tout le monde, je discute avec tout le monde, et après, je laisse mon intuition guider mes doigts quand j'écris. Les sœurs Fox ont, en 1850, créé le mouvement Spirit, qui a pris comme une traînée de feu en Europe, en Russie, qui a convaincu notamment Victor Hugo, Conan Doyle, tous les grands esprits de l'époque se mettaient à faire tourner les tables parce qu'ils pensaient que on allait rentrer dans la science. Donc, dès le moment où j'ai découvert ce phénomène, je me suis dit, tiens, il y a dû y avoir un moment où ils étaient presque sur le point d'être admis comme une réalité. Et là, je trouvais ça intéressant. Maintenant, je crois que c'est pas mal qu'il y ait un mystère autour de la mort et que la seconde avant de mourir, on se dise, bon alors, il va y avoir autre chose ou je termine juste en tas de viande qui va se faire bouffer par les vers. Et que ce questionnement est en soi déjà passionnant. Et j'espère qu'on n'aura pas de réponse sûre, ni qu'il n'y a rien, ni qu'il y a quelque chose, mais qu'on le découvrira, que ça sera une vraie surprise. Alors donc le héros, c'est un écrivain, Gabriel, et donc on parle beaucoup de littérature aussi, comment on écrit, les techniques de narration, etc. Et à un moment du livre, vers la fin, il compare le roman et la fin d'un roman à un tour de magie. C'est-à-dire? Alors d'abord, je crois que la magie est la base même du métier de romancier. Il faut faire diversion et au dernier moment, on sort le lapin du chapeau. Et ce qui va faire la qualité du roman, c'est la surprise des gens qui ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un lapin dans le chapeau. Voilà. Donc moi je guette ce qui va sortir du chapeau et chaque fois, quand je lis les autres romans, et je me dis chaque fois il faut que je fasse mieux que tout ce qui a été fait. Donc je commence par planquer le lapin dans le chapeau. Donc avant d'écrire le roman, j'ai déjà ma fin surprenante. Et après, ce n'est que le cheminement pour arriver à cette fin surprenante. Donc vu que là c'est un polar, tout est fait pour que le lecteur ait la possibilité de trouver l'assassin, ne le trouve pas parce que les diversions, le chemin ont fait qu'il n'a peut-être pas regardé au bon endroit, comme un tour de magie. Mais la magie est une discipline qui demande une rigueur extraordinaire et je crois que l'art de faire un bon roman obéit à la même rigueur, c'est-à-dire il faut respecter le devoir de tenir en haleine le lecteur, de ne pas le fatiguer et de le surprendre. Mais est-ce que vous vous surprenez vous-même en écrivant? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de changer la fin? Parce que voilà, le roman vous y a conduit. Alors, la plus belle fin que j'ai trouvée, c'est la fin de Après Éteinte-Note, l'Empire des Anges et la trilogie des dieux. Il y avait une fin où mon héros rencontrait Dieu et il y avait un grand dialogue avec Dieu et je me suis dit ça, depuis le début, on l'attend. Donc, je ne vais pas faire ça, je vais trouver mieux. Comment trouver mieux qu'une conversation finale avec Dieu? Et là, j'ai mis 1 an à chercher cette fin et j'ai trouvé un système complètement surprenant qui a posé beaucoup de problèmes à mon éditeur, ça a demandé des modifications dans l'impression du livre, mais là je me dis enfin j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant que juste la rencontre avec Dieu, qui est une je vous le dis pas. Ah non, ça. Non. Mais il y a une de vos meilleures fins. Mais celle-là c'est ma meilleure fin. Je conseille aux auditeurs, c'est dans Le Papillon des étoiles, qui a été publié il y a une dizaine d'années. Alors là la fin, évidemment on dira rien. Ça a été conçu sur la fin, c'est-à-dire d'abord j'ai entièrement construit la fin, et après c'était comment faire pour que les gens ne voient pas la fin. On voit rien. Voilà. Et c'est ce qui rend ce métier passionnant, c'est qu'en fait pour moi un bon livre est un livre qui a une action organique sur le corps. C'est-à-dire c'est pas juste l'intellect. On doit avoir peur, on doit rire en lisant le livre, et au dernier moment, on doit avoir les sourcils qui se lèvent. Quoi? C'était ça? Voilà. Moi, j'ai ces sensations devant les bons livres, et c'est ce que j'essaie de transmettre au lecteur, c'est-à-dire un vécu. Pas juste, oh, c'est bien écrit, oh là là, quel bon auteur. Et, quand on lève les sourcils et qu'on se dit, ah, c'était juste ça. voilà, on est déçu. Voilà. Mais il y a un contrat, je crois. Dès le moment où un lecteur rentre dans une librairie, achète un livre, il va passer 7 heures ou 8 heures à lire un livre, on a le devoir de lui offrir un dessert digne de ce nom. Et ce dessert, ça va être cette fin surprenante. Merci Bernard Werber. Je rappelle donc le titre de ce nouveau livre, Depuis l'au-delà, chez
Albin Michel. Passons à un autre livre, si vous voulez bien, pas à lire, mais à écouter. C'est vous qui avez choisi le livre audio du jour, Bernard Werber. Il s'agit d'un roman de Daniel Case, un roman culte que je ne connaissais pas, je l'avoue. Le titre, Des fleurs pour Algernon, publié en 1960. Une histoire fascinante, c'est dans un instant. Sur Europe 1, La Voix est livre. Nicolas Caro. La Voix est livre continue, toujours avec Bernard Werber. Il est l'heure d'écouter un livre. C'est vous qui l'avez choisi, Bernard Werber. Le roman s'appelle Des fleurs pour Algernon. Algernon, c'est une souris de laboratoire. Des scientifiques ont réussi à doper son intelligence. C'est un exploit scientifique incroyable et ils décident de tenter l'expérience sur un humain. Le cobaye, c'est Charlie Gordon, un attardé mental qui va donc peut-être devenir intelligent. Il tient son journal. Bernard Werber, on écoute les premières pages et vous nous direz ensuite pourquoi vous l'avez choisi. Avec plaisir. Compte rendu 1. 5 mars. Le docteur Strauss dit que je devrais écrire ce que je pense et tout ce qui m'arrive à partir de maintenant. Je sais pas pourquoi, mais il dit que c'est important pour qu'ils voient s'ils peuvent m'utiliser. J'espère qu'ils m'utiliseront. Mademoiselle Kinyan dit qu'ils peuvent peut-être me rendre intelligent. Je veux être intelligent. Mon nom, c'est Charlie Gordon. J'ai 37 ans. Et il y a 2 semaines, c'était mon anniversaire. J'ai rien de plus à écrire maintenant. Et je vais arrêter pour aujourd'hui. Compte rendu 2. 6 mars. J'ai passé un test aujourd'hui. Je crois que je l'ai raté. Et je pense que maintenant, ils vont peut-être pas m'utiliser. Le test, c'était un gentil garçon dans la pièce et il avait des cartes blanches avec plein de taches d'encre dessus. Il disait « Charlie, qu'est-ce que tu vois sur cette carte ?» J'avais la frousse, même si j'avais ma patte de lapin dans ma poche parce que, quand j'étais un enfant, j'ai toujours raté les tests à l'école. Et je renversais de l'encre aussi. Je lui ai dit que je voyais une tache d'encre. Il a dit oui, et ça m'a rassuré. Je pensais que c'était tout, mais quand je me suis levé pour partir, il m'a arrêté. Il a dit « Maintenant, assis-toi, Charlie. On n'a pas fini. » Après, je me souviens pas bien, mais il voulait que je dise ce qu'il y avait dans l'encre. Je voyais rien dans l'encre, mais il a dit qu'il y avait des dessins et que d'autres gens y voyaient des dessins. Et je pouvais voir aucun dessin. J'ai vraiment essayé d'en voir. Je tenais la carte d'abord tout près et puis tout loin. Alors j'ai dit, si j'avais mes lunettes, je verrais mieux. Parce que d'habitude, je porte mes lunettes que pour les films ou pour la télé, mais j'ai dit qu'elles étaient dans le placard dans l'entrée. Après, je les ai mises. Alors j'ai dit, faites-moi voir encore ces cartes. Je parie que je vais trouver maintenant. J'ai essayé très fort, mais je pouvais toujours pas trouver les dessins. Je voyais que l'encre. Je lui ai dit, peut-être que j'ai besoin de nouvelles lunettes. Il a écrit quelque chose sur un papier et j'ai eu peur d'avoir raté le test. Je lui ai dit que c'était une très jolie tache avec des petits points tout autour des bords. Et il a eu l'air triste, alors c'était pas ça. J'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi essayer encore. J'y arriverai dans quelques minutes parce que des fois je suis plutôt lent. Je suis aussi un lecteur lent dans la classe de Mademoiselle Kinyan pour adultes lents, mais je fais beaucoup d'efforts. Il m'a donné une chance avec une autre carte qui avait 2 sortes d'encre dessus, du rouge et du bleu. Il était très gentil et il parlait lentement, comme Mademoiselle Kinyan. Et il m'a expliqué que c'était un test de Rorschach. Il a dit que les gens voyaient des choses dans l'encre. Et j'ai dit, montrez-moi où ça. Il m'a dit de penser. J'ai dit que je pensais à une tache d'encre, mais c'était pas ça non plus. Il a dit, ça vous rappelle quoi? Il faut imaginer quelque chose. J'ai fermé les yeux longtemps et j'ai fait semblant. Et je lui ai dit que j'imaginais un stylo avec l'encre qui coule partout sur la nappe. Alors, il s'est levé et il est parti. Je crois pas que j'ai réussi le test de Rorschach.
C'était donc des fleurs pour Algernon de Daniel Case, lu par Grégory Gadebois et traduit par Georges Hilaire Gallet. Bernard Werber, c'est vrai après tout, c'est juste de l'encre sur une feuille de papier. Il a raison, il est pas si bête qu'on croit, Charlie. Il y a une super performance, parce qu'il faut savoir une chose, c'est l'un des rares romans écrits avec un texte rempli de fautes d'orthographe, des tournures de français qui ne tiennent pas debout. Donc ça doit être traduit de l'anglais, donc d'un anglais rempli de fautes d'orthographe avec des tournures qui ne tiennent pas debout. Vu que le héros raconte à la première personne du singulier comment il était bête et il devient intelligent, le début du roman est écrit comme un imbécile. C'est un imbécile qui écrit, qui s'exprime, et donc il parle comme un demeuré, et au fur et à mesure il va découvrir la virgule, il va découvrir le vocabulaire, le qualificatif. Donc pour moi c'est pas seulement un hommage à l'intelligence, c'est un hommage à la littérature. C'est-à-dire que le livre devient de plus en plus beau, de mieux en mieux écrit, jusqu'à un point où, étant donné qu'il devient très intelligent, le livre est superbement écrit. Mais il y a une idée très très forte dans ce roman, c'est quand vous êtes bête, vous êtes rejeté, mais quand vous êtes intelligent, vous êtes rejeté aussi. Le système est médian, c'est-à-dire ce qu'aime le peuple, c'est le consensus où tout le monde est pareil. Si vous êtes bête, vous êtes différent, donc vous êtes exclu, mais quelqu'un d'intelligent fait peur et va être exclu aussi. Et cette idée, je la trouve très très puissante, et c'est de la science-fiction, à savoir que ça évoque. La vraie science-fiction évoque des problèmes de philosophie, et la philosophie, c'est en fait on aime que les gens qui nous ressemblent, mais les gens intelligents nous font peur, tout comme les gens bêtes nous font peur. Et c'est pour ça que ce roman m'a extrêmement touché. Je me suis dit c'est la problématique de toute l'humanité, c'est le rejet de tout ce qui est différent et la recherche d'un consensus mou central. Merci Bernard Werber, et je rappelle le titre de votre dernier roman, Depuis l'au-delà, c'est chez Albin Michel, dans un